Les héros sont des êtres absolus. Certains ont créé des royaumes, d'autres sont des dirigeants. Il y en a qui sont des guerriers et combattent des démons, ou même certains héros qui ne cherchent que le pouvoir. Mais tout ça, c'est des conneries. Un enfant de 10 ans a vécu l'enfer, et une fois qu'il a survécu, on le jette dans une fosse ardente en lui disant que c'est ça sa prochaine mission. Et apparemment, tout ça, c'est pour son bien. Et c'est cet enfant qui a vécu tout ce genre de choses qu'on va suivre. Sauf qu'aujourd'hui, il dit enfin au revoir à ce paradis des héros. Mais lui, il est heureux d'enfin s'en aller. Il dit à toutes les sorcières qu'il ne veut plus jamais les revoir. Il espère que c'est la dernière fois qu'il vient ici. La seconde d'après, on le voit dans un autre corps. Le corps de Davy Elrond. Un prince très faible dans un lit d'hôpital. Sa vie, elle était bien au départ, hein, après tout c'est un prince. Et même vivre enfermé est un luxe exceptionnel. Mais il ne pensait pas que ce bonheur serait éternel. Il n'imaginait pas être empoisonné ou encore se faire cibler par tout le monde quel que soit l'endroit. Mais bon, c'est plus le moment de penser à tout ça. Il est temps de soigner son corps. Maintenant qu'il a été battu et maltraité par des héros pendant 1000 ans, plus rien ne sera encore comme avant. Il va s'occuper de tous ces gens personnellement. On voit un flashback dans sa vie précédente dans le monde des héros. Davy parle à un homme avec un masque de lion. Il lui explique sa situation de simple enfant et qu'il n'a pas du tout choisi d'être là. L'homme au masque de lion prend ça à la rigolade. Il lui dit que maintenant, il fait partie de la famille. L'homme masqué lui dit qu'il s'appelle Hercule et que désormais, il s'occuperait de Davy. Hercule est un spécialiste de la survie et dit qu'il va commencer l'entraînement de Davy. Dans le monde réel, Davy a perdu conscience il y a 6 ans quand on lui a tiré dessus. Au bout de quelques heures, Davy a toujours du mal à bouger, mais il arrive au moins à se relever. Il peut alors commencer la première partie, la guérison. Sauf que rien ne se passe. Davy est un peu choqué, ce pouvoir de guérison lui a été enseigné dans le monde des héros. Le problème, c'est que son corps est devenu rigide pendant les 6 ans qu'il a passé dans le coma. Malgré tout, un simple sort de guérison qui ne demande pas beaucoup de ressources devrait marcher. Et c'est seulement au bout de plusieurs essais que le sort de guérison est fait. Le corps de Davy est guéri, mais il lui faudra quand même du temps pour revenir à son état initial. Tout ce qui lui reste à faire, c'est rétablir sa santé. Pendant qu'il crie de joie, sa servante entre dans sa chambre et est choquée de le voir debout. On le voit alors un peu plus tard chez le médecin qui remarque quelque chose d'étrange. Bien évidemment, Davy n'a l'intention de rien dire. Il est conscient de sa situation. Il est le fils de la défunte reine et le premier prince, fils de l'actuel roi. D'ailleurs, au même moment, une femme vient à sa rencontre. L'inès Barriette, c'est la femme qui a empoisonné sa mère et qui a pris sa position de reine. Et ses fils, les deuxième et troisième princes, Carlos et Bénédicte, sont également là. Davy et les autres n'ont pas du tout une bonne relation. L'inès le déteste et c'est la même pour son fils. C'est d'ailleurs même lui qui a essayé de l'assassiner. Et maintenant qu'il est de retour, Davy compte bien prendre sa revanche. 15 jours sont déjà passés depuis qu'il a utilisé ses pouvoirs de guérison. Davy continue son entraînement et son corps se rétablit progressivement grâce au mana qui circule dans son corps. Mais c'est surtout le fait d'avoir étudié le corps humain auprès de sa sœur, la nécromancienne, et ses connaissances médicales qui lui ont permis de récupérer sa santé aussi vite. Comme il utilise fréquemment la magie, sa digestion aussi est 3 fois plus rapide. Il mange donc beaucoup plus que d'habitude, mais la situation au palais commence à se dégrader. Amy, sa servante, s'occupe de tout le palais seule. Et alors qu'ils devraient recevoir 500 pièces d'or par mois pour l'entretien, ils n'en reçoivent moins de 100. En plus de tout ça, Amy est payée seulement un tiers de son salaire. Davy pense directement que c'est des détournements de fonds. Pendant tout ce temps, Amy a pris soin de lui et a toujours été gentille avec lui. Il va donc elle aussi bien la traiter. Il lui dit de prendre désormais son salaire complet. Elle est assez étonnée, mais Davy lui répond de ne pas s'inquiéter pour la nourriture. Il lui dit même de ne plus l'appeler à chaque fois prince. Davy se prépare alors à sortir pour revoir le budget comme son père ne vient pas le voir. Et dans tous les cas, son père n'a rien fait lorsque sa mère s'est fait empoisonner. Donc pour Davy, son père ne fait même plus partie de sa famille. Une fois arrivé au département budgétaire, Davy et Amy demandent où sont passées les 500 pièces d'or, mais le directeur trouve une excuse. Il leur dit que pour réclamer, ça ne se passe pas ici. Bon, Davy se doutait que cet homme allait accuser quelqu'un d'autre. Et qu'au final, tout ça ne serait qu'une perte de temps. Donc ils s'en vont, et Davy demande à Amy de lui apporter une épée. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il n'allait pas l'utiliser pour abattre quelqu'un. Non, il va l'utiliser pour abattre tous ceux qui ne sont pas assez bons pour être considérés comme des humains. Un peu plus tard, Davy revient avec un animal. Il dit à Amy de lui ramener de quoi le dépecer. Mais elle devient folle. Quel genre de prince toucherait un animal? Il pourrait se blesser. Bon, tout ça, ça fait rire Davy qui continue ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien que personne d'autre ne va l'aider à améliorer sa situation, bien au contraire. Du côté de la reine Linès, elle trouve Davy très étrange. Son comportement n'est pas du tout le même qu'à l'époque. Elle demande des informations à une autre femme. Cette femme est une agent de renseignement de la guilde de la Lune Sombre. Et la Lune Sombre, c'est une guilde d'assassins au sein du royaume.
L'Inès prend des précautions contre Davy. Elle dit que dans tous les cas, elle peut le garder en vie ou le tuer si elle veut. Davy, de son côté, repense toujours à sa vie dans le monde des héros. Il se souvient d'une expérience que ses grandes sœurs lui avaient fait faire. Une expérience qu'il ne voulait plus jamais refaire de sa vie. Mais malheureusement, il va devoir la refaire maintenant. Amy vient le voir et lui demande s'il compte se balader dans la forêt aujourd'hui aussi. Ce qui est bien, c'est que Davy commence à être beaucoup plus proche d'Amy ces derniers temps. Elle le laisse faire ce qu'il veut, contrairement au début où elle était inquiète tout le temps. Et justement, dans la forêt, Davy commence son entraînement par la respiration magique. C'est une technique inventée par un ancien héros qui utilise le mana disponible librement dans l'atmosphère. Mais c'est une technique très puissante et qui doit donc rester secrète. Davy ne doit pas la montrer aux yeux de tous. Il arrête donc son entraînement comme il sait qu'il est observé. Il se dit que ça doit être la reine Linès qui a envoyé quelqu'un. Lui, il préfère que les autres pensent toujours qu'il est un mec malade et faible. Dans ce monde, les prêtres ne peuvent pas utiliser la magie et les guerriers ne peuvent pas utiliser les pouvoirs sacrés. Quant aux nécromanciens, ils ont des pouvoirs d'une toute autre catégorie. Mais Davy peut utiliser ces trois pouvoirs. Bien évidemment, c'est grâce à son entraînement très difficile chez le monde des héros. Désormais, comme son mana est devenu assez puissant, il va commencer la création de son cercle magique. Mais vu qu'il utilise des pouvoirs des trois catégories, il peut pas faire un cercle magique classique. Ainsi, il crée le cercle artériel. C'est un cercle magique qui fait le tour de son corps en passant par son cœur sans se mélanger avec ses autres pouvoirs. Mais comme ce cercle est une modification biologique, la moindre erreur peut le tuer. Mais il n'hésite pas et il commence. Amy de son côté commence à avoir peur pour le prince qui n'est toujours pas rentré. Bien plus tard, quand il arrive enfin, il tombe dans ses bras et s'endort. Son entraînement l'a complètement exténué. Il se réveille le lendemain avec Amy à ses côtés qui s'inquiétait pour lui. Davy est content. Il a réussi à compléter son cercle qui lui permet maintenant de jeter ses sorts sans incantation. 5 mois plus tard, Davy et Amy vivent une vie tranquille. Désormais, ils ont beaucoup de nourriture étant donné que quelqu'un leur en apporte secrètement. Au départ, Davy pensait que c'était de la nourriture empoisonnée de la reine, mais au final, c'est pas le cas. Il semblerait que quelqu'un les aide. Mais Davy ne sait toujours pas qui c'est. Au bout d'un moment, des gens arrivent au palais. Ce sont des personnes envoyées par la reine. Un des hommes dit à Davy qu'il n'est pas encore régénéré et qu'il serait dangereux pour lui d'utiliser ses pouvoirs. Et il lui dit même qu'il va jamais récupérer ses pouvoirs. Bien évidemment, ce sont des grosses conneries. Un des hommes envoyés par la reine s'en prend même à Amy. Il la frappe au visage. Et même lorsqu'elle le raccompagne, il la menace. Il ajoute que la vie du prince est entre ses mains. Amy est sous le choc. C'est un assassinat royal. Mais l'homme ajoute que ça ne la regarde pas. De son côté, Davy se demande ce qu'il a. Est-ce qu'il est simplement en colère? Il se rappelle de ce que lui disait une de ses grandes sœurs dans le monde des héros. Il se dirige alors vers Amy et l'homme. Il tue d'abord les deux gardes qui étaient avec lui. Puis une fois arrivé chez l'homme, il pose une question à Amy. Il lui demande quel est le châtiment pour un assassinat royal. Et pendant qu'elle répond que c'est une exécution immédiate, Davy lui tranche la tête avec son épée. Un peu plus tard, on voit la reine qui crie sur Davy pour avoir tué cet homme. Mais Davy réplique qu'il n'a fait que respecter la loi. Elle lui dit qu'il n'a aucune preuve, mais Davy ne compte pas se laisser faire. Il commence à se montrer violent envers la reine. Donc tous les gardes de la reine apparaissent. Puis Davy se rassoit dans le calme le plus total. Il lui dit même qu'il sait que c'est Carlos qui a tenté de l'assassiner. Davy la met alors en garde. Il lui dit que désormais, il ne restera plus assis à souffrir comme il l'a fait dans le passé. La reine est complètement choquée. De retour à son palais, la reine devient folle et se dit que si c'est la mort que Davy souhaite, il va la trouver. Elle est décidée à le tuer par tous les moyens. D'un autre côté, les rumeurs se répandent sur ce qui s'est passé au palais du premier prince. Les gens disaient que le premier prince était devenu fou et sa réputation a chuté. Mais Davy vit toujours tranquillement de son côté avec Amy. Elle apporte toujours les sacs de nourriture et de médicaments de l'inconnu. Ils reçoivent également la visite d'une personne qui leur apporte tous ceux qui sont responsables du détournement de fonds. Et leur punition pour cette trahison est une exécution immédiate. Davy compte bien tenir sa réputation du prince qui aime le sang. Besfus, l'homme qui a ramené les traîtres, est le chef de tous les servants de la famille royale. Il annonce aussi au prince que des nouvelles servantes vont lui être attribuées. Davy demande à ce que Amy reste sa servante personnelle et qu'elle soit nommée comme servante en chef. Il ajoute également à Besfus d'arrêter de lui envoyer des sacs de médicaments. Il avait bien sûr découvert que c'était lui. Mais Besfus fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parle. Peu de temps après, le quatrième prince et la deuxième princesse viennent rendre visite au prince. La princesse Winley et le prince Barris arrivent dans sa chambre. On apprend que le roi a pour reine Linès et ses deux concubines. Ces deux sont justement les deux enfants de la première concubine qui est neutre à l'inverse de Linès et de la deuxième concubine.
En gros, elle prend pas trop part au combat. Les trois princes discutent et expliquent qu'ils vivaient dans une terre reculée depuis que Davy était dans le coma. La première fille de la mère de Winley et Barris a été envoyée à l'étranger par la reine qui la détestait. Donc pour les protéger, leur mère les a envoyés vivre ailleurs. Et là-bas, ils ont appris la magie et même à se battre à l'épée. D'ailleurs, pendant qu'ils se chamaillaient comme d'habitude, Winley et Barris ont parlé d'une compétition d'épéistes. Ils disent à Davy qu'ils ont demandé une autorisation pour qu'il puisse aller avec eux, et que ça serait bien comme il ne sort que rarement du palais. Davy lit la lettre et voit que c'est comme des Olympiades. Il accepte alors l'invitation et dit qu'il va y aller avec eux. Barris lui dit même que s'il est trop faible, il pourra le porter sur son dos. Davy se dit alors que c'est une bonne idée. C'est justement le moment de s'amuser un peu. De l'autre côté, on voit Besfus qui sert un thé. Il dit que cette compétition d'épée sera intéressante. En plus, Barris a bientôt 14 ans et est presque à l'âge adulte. Il ajoute de ne pas s'inquiéter. Le premier prince Davy est devenu beaucoup plus droit. Son calme et sa splendide perception l'ont carrément surpris. Il a été étonné de voir à quel point Davy a grandi. Et la personne à qui il parlait était en fait le roi. Alors, le roi répond à Bessus que tout ça, c'est assez triste. Triste, assez étrange. Bon, plus tard, Davy va donc finalement à la compétition d'épéistes avec Barris. Le jour de la cérémonie, il voit même son père. Son père est là pour rencontrer Barris et l'encourager pour la compétition. Davy se rend compte que son père a changé. Il est plus aussi charismatique qu'avant. Il a l'air plutôt faible. Davy, Barris et Winley font alors le trajet en calèche. Mais le soir, alors qu'ils font du camping, Davy remarque qu'ils ont été suivis. Il se doute que ça doit être la reine Linès. Davy a remarqué des assassins de la lune sombres devant chez lui. Mais comme c'est la nuit et que personne peut voir ses capacités, il se dit qu'il va s'en occuper lui-même. Ils sont 20, mais bon, ça change rien. Il les tue tous un par un, sans trop de difficultés. De l'autre côté, on remarque que c'était bien la reine Linès qui avait fait ça. Et lorsque la lune sombre lui annonce qu'ils n'ont pas réussi la mission, évidemment, elle s'énerve. Elle dit qu'elle leur laissera une dernière chance, sinon elle rompra leur contrat. Le lendemain, Davy et les autres sont enfin arrivés. Le tournoi comprend 8 pays, et chaque pays a ramené 4 représentants. Ils disent que ce tournoi est parfait pour trouver les talents individuels. Ils parlent d'ailleurs d'une célèbre princesse épéiste. Davy ne la connaît pas, mais c'est parce qu'elle est devenue populaire lors de son coma. Cette princesse est Helena, et elle est connue pour être la porteuse d'une épée surpuissante. On fait également la rencontre d'une fille de son côté, mais on connaît toujours pas son identité. Le soir, au banquet, Davy et les autres passent tous un bon moment. Un peu plus tard, on rencontre même une nouvelle fois la fille dont l'identité était secrète, et lorsque Davy la voit, il croit voir Arès. Arès était un de ses grands frères dans le monde des héros qu'il avait entraîné. Cette fille est en fait celle qui a hérité de son pouvoir et de son épée. Il a été choqué de voir qu'elle lui ressemblait autant. Au même moment, un prince d'un autre pays qui participe au tournoi a essayé d'embêter Davy. Sauf que Davy compte vraiment pas laisser passer ça. Le prince le provoque alors en duel et Davy accepte. Tout le monde est choqué car il veut affronter quelqu'un qui participe au tournoi et qui donc est très fort. Même Barris pense qu'il a des faiblesses à cause de son coma et qu'il devrait pas accepter. Mais Davy, toujours assez tranquille, il leur dit de lui faire confiance. C'est même lui qui propose un pari. Celui qui perd devra s'agenouiller devant tout le monde pour s'excuser. Rien que ça. Ils prennent alors une épée en bois et le duel commence. Vu les enjeux, Davy hésite même à combattre sérieusement. Dans tous les cas, il reste le prince qui est sorti du coma il y a moins d'un an, donc il ne devrait pas montrer ses vraies compétences. Il réfléchit un peu et au final, il a trouvé la solution. Il va utiliser une technique qu'il a apprise, l'épée ivre. Avec cette technique, il balance son épée comme s'il était bourré. Et donc, les gens pensent qu'il est faible et il fait des mouvements au hasard. Cette technique, il l'a apprise au pays des héros. Son maître lui avait dit que c'était une technique pour ridiculiser et faire de son adversaire le clown de la société. Donc Davy humilie complètement le prince en face de lui et tout le monde dans la salle regarde le combat. Et alors que le prince Davy commence à utiliser toutes ses capacités, même si c'est un combat amical, il fait semblant de tomber et le met au sol en même temps. Tout le monde est choqué de la position dans laquelle est le prince. Et même s'ils disent que c'est de la chance, le prince est quand même humilié. De son côté, le prince était encore très énervé. Il rageait, il cassait tout dans son palais. Et alors qu'il disait même qu'il voulait tuer Davy, il entend une espèce de voix. Et elle lui demande s'il souhaite le tuer. Il demande à la voix qui elle est. Mais la voix répond seulement qu'elle peut l'aider à le tuer si c'est vraiment ce qu'il veut. Elle répond alors au prince. Elle lui dit que son nom est Chariéo.
Il y a une aura très sombre autour d'elle. Le lendemain, le combat de Barris a enfin lieu. Lorsque Davy regarde contre qui il va combattre, il est étonné de voir que ce sera contre le prince que lui-même a combattu la veille. Il se dit alors que le combat sera facile car Barris est beaucoup plus fort que lui. Le combat commence. Les deux s'échangent des coups. Bien sûr, dans les tournois, l'utilisation de l'énergie du mana est interdite. Et celui qui l'utilise est disqualifié. Pendant le combat, tout le monde est un peu choqué du niveau du prince. Il était beaucoup plus faible la veille. Davy se dit même qu'il est très talentueux et qu'il a pu beaucoup s'améliorer pendant la nuit. Sauf qu'il se dit que tout de même, il y a quelque chose d'étrange. Il avait raison. En fait, le prince montre un visage qui n'est pas du tout son visage habituel. Et alors qu'ils se combattent, le prince essaye de tuer Barris en utilisant son mana. Au même moment, on a un flashback de la veille avec Davy et Barris. Davy a voulu prendre ses précautions et lorsqu'il allait voir Barris, il lui a proposé un massage. En fait, le massage n'était qu'un prétexte pour lui insuffler son énergie dans son corps. Ça lui permettra d'être beaucoup plus détendu et de mieux maîtriser son énergie corporelle. Et il a également voulu prendre aucun risque. Il lui a mis une barrière dans son corps. De retour au combat, alors que le prince était à deux doigts de tuer Barris, la barrière de Davy s'active. Elle le sauve de la mort, mais Barris est quand même blessé. Les gens sont choqués que le prince ait essayé de tuer Barris. Tout le monde essaye de lui parler, mais il a aucune réaction. Ça commence à être assez bizarre. Il a l'air d'être possédé. Et d'un coup, il tue une des personnes qui vient de lui parler. Tout le monde est effrayé et crie. Les gens s'enfuient de l'arène. Et alors que Davy est allé le voir comment Barris allait, il lui dit qu'il est fier de lui. Barris dit à son frère qu'il a réussi à créer une barrière. Une barrière est une compétence utilisée pendant un duel par les experts épéistes. Elle est formée automatiquement avec du mana et protège la personne quand elle est en danger. Il pense que c'est lui qui a réussi à la créer tout seul. Bien évidemment, c'est Davy, mais bon, il va pas lui dire que c'est lui. Et dès que Barris est envoyé à l'infirmerie, Davy change complètement d'expression. Il est très énervé contre le prince. Il se dirige vers lui et se moque de ce que les gens lui disent. Tout le monde lui prévient d'arrêter, mais il continue. Davy dit alors au prince que cette nuit c'était assez rigolo entre eux. Mais cette fois-ci, il va devoir s'occuper de lui sérieusement. Le prince déchaîne sa puissance et lorsqu'il essaye d'attaquer Davy, Winley arrive. Davy est déconcentré par Winley qui est là. Il a peur qu'elle se blesse. Au même moment, la princesse Helena apparaît. Elle utilise son mana et grâce à son épée, elle détruit complètement le prince. Elle n'a absolument aucun mal à le vaincre, bien que le prince ait une forme assez monstrueuse. Et alors qu'ils étaient enchaînés et que la princesse Helena voulait lui donner le coup de grâce, il arrive à se libérer. Il utilise un sort avec du mana sombre qui détruit tout ce qu'il y a autour de lui. Tout le monde est assommé et perd son énergie vitale. Davy, de son côté, utilise la magie lumineuse pour protéger sa sœur. Il se dit que c'est bien que Barris ait été éloigné, car désormais, il peut utiliser ses pouvoirs sans que personne ne le voie. Et alors qu'il s'apprête à attaquer le prince avec toute sa puissance, il voit que Helena n'est toujours pas au sol. Elle a réussi à résister au pouvoir du mana sombre. Davy en profite pour la sauver sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle lui demande alors comment il a fait pour résister à ce pouvoir alors qu'il est aussi faible, mais Davy évite la question, il dit qu'il ne sait pas. Elle lui dit alors de s'en aller tant qu'il en a encore temps, parce que contre lui, la chance ne marchera pas une deuxième fois. Elle dit que son pouvoir est le pouvoir d'un vampire. Davy remarque qu'elle est beaucoup plus émotive que d'habitude, et on voit justement un souvenir d'Helena. C'était lorsqu'elle était petite et qu'elle voyait sa mère. Elle se faisait justement tuer par un vampire. C'est pour ça qu'elle a une haine et une peur contre ce genre de pouvoir. Elle dit qu'elle va les exterminer, tous, jusqu'à la racine. Son objectif jusqu'à la fin de ses jours est de vaincre les vampires. Mais malgré tout, au vu de la situation, Davy lui dit de se pousser. Il sait que de tous les vivants, il est celui qui connaît le plus de choses sur les vampires. Donc le prince, qui est désormais totalement en forme de monstre, commence à l'attaquer. Davy dit au prince qu'il s'est amélioré depuis hier, mais lui aussi, c'est à son tour. Il utilise alors ses pouvoirs démoniaques et bat le prince avec ses propres pouvoirs. Helena, derrière lui, est complètement choquée. Elle se demande qui est réellement Davy. Comment quelqu'un qui ne ressent même pas la magie et qui est sorti du coma il y a 6 mois peut-il déjà avoir ce niveau? Et alors qu'elle se pose beaucoup de questions, Davy lui pose une question à son tour. Il lui demande de lui prêter son épée. Elle ne comprend pas. Elle dit que son épée est cassée. Mais Davy dit qu'il ne parle pas de cette épée. Il prend alors son collier qu'elle a autour du cou. Elle lui dit de lui rendre, mais Davy ne l'écoute pas. Il est même choqué qu'elle puisse rester consciente après qu'il lui ait pris son épée. L'épée qui a elle-même une volonté est choquée. Elle se demande comment Davy peut l'invoquer alors que son contrat est toujours avec la princesse Helena et Davy commence à l'utiliser. Il demande combien de temps elle va encore se cacher. Il dit qu'il s'attendait à voir un vampire mais que c'est finalement pas le cas. C'est finalement Sharieo qui apparaît. Elle n'est pas une simple vampire mais c'est une vampire qui a subi un éveil. Davy commence à se moquer d'elle. Mais elle de son côté est sûre de le vaincre sans aucune difficulté. Elle lui dit qu'il est un simple humain. Mais Davy continue à rire et il lui dit qu'elle-même est la servante d'une humaine. Car oui, c'est elle que la reine engage pour tuer Davy. Le combat entre les deux commence et même si les pouvoirs de la vampire sont très puissants, Davy résiste facilement.
Au bout de quelques temps, il arrive même à la vaincre, et elle prend la fuite. Davy dit que c'est pas une bonne idée de la pourchasser maintenant. À la fin du combat, Davy utilise un pouvoir encore une fois très mystérieux, c'est un pouvoir que lui seul connaît car sa sœur lui a enseigné dans le monde des héros. L'épée qui a sa propre volonté est même étonnée du pouvoir qu'il utilise. Et lorsqu'il finit son incantation, Davy est complètement fatigué et l'épée aussi est épuisée. On le revoit un peu plus tard. Davy est dans un lit d'hôpital, sa sœur arrive et lui dit qu'il a dormi pendant 2 jours complets. Davy était aussi fatigué car le pouvoir qu'il avait utilisé a purifié tout le brouillard grâce à la personne qui l'a invoqué. Et la personne qui l'a invoqué du monde des héros lui a même ajouté un stigmate dans le dos. Et les gens qui sont venus le sauver, après que la situation soit calmée, étaient choqués de voir ce signe dans son dos. Davy hésite alors. Il ne sait pas s'il doit toujours cacher sa vraie puissance car dans tous les cas, elle sera révélée dans le futur. Mais Davy est quand même content de ce qu'il a fait. Car grâce à ça, il a maintenant pu augmenter le stockage de son mana dans son corps. Et il a désormais également des fenêtres de statut qui apparaissent devant lui. Il peut observer le statut de lui-même des personnes autour de lui. Au même moment, il entend des voix. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Davy ne comprenait pas pourquoi ces fenêtres de statut sont apparues. Il comprend encore moins d'où viennent ces voix. Mais au bout de quelques temps, une femme apparaît. C'est une femme assez mystérieuse et on ne connaît pas encore son identité. Au même moment, Davy a des souvenirs de son passé dans le monde des héros. Il était avec son maître qui était en train de peindre. Il lui demande qui est la personne qu'il peint. Son maître lui répond que c'est une démone. Son nom est Perselk. Quand elle était humaine, il l'a adoptée comme sa fille et lui a appris l'art de l'épée. Et comme si c'était la destinée, il est celui qui a pourfendu et scellé pour mettre fin à la guerre. C'est la reine démon des abysses, Perselk. Davy et la reine démon Perselk sont en train de parler. Davy ne comprenait rien à la situation et il veut en savoir plus. Il a même attaché Perselk. Elle lui explique qu'elle ne veut pas lui faire du mal. Elle veut qu'ils aient une relation symbiotique. Elle explique à Davy que la relation symbiotique est liée au stigmate qui est sur son dos. Son âme est placée dans le stigmate. C'est pourquoi le stigmate est aussi grand. Elle lui demande alors de la libérer. Une fois libre, Davy lui demande pourquoi la reine démon est avec lui. Elle se présente et lui dit qu'elle est celle qui l'observe depuis le vide. Elle lui explique qu'elle est la responsable de la guerre entre leur monde et le monde des démons, il y a des milliers d'années. Et l'épée de l'ancien maître de Davy est celle qui a tué Perselk à l'époque. Mais la vérité est qu'elle est enfermée et scellée dans l'épée. Davy lui demande alors pourquoi est-ce qu'elle a été libérée que maintenant et pourquoi elle a été transférée de l'épée à Davy. Mais elle répond qu'elle ne sait pas non plus. C'est pour ça qu'ils sont aussi frustrés. Malgré tout, Perselk s'intéresse à Davy. Elle dit qu'il est le deuxième à utiliser parfaitement l'épée de son maître. Davy lui dit aussi qu'il le connaissait bien, et il mentionnait souvent Perselk. Elle est contente que Arès ne l'ait pas oublié dans le monde des héros. Perselk propose alors un marché à Davy. Elle lui dit qu'en échange de pouvoir avec les fenêtres de statut, Davy devra lui faire découvrir comment le monde a évolué depuis qu'elle est scellée. Davy accepte et il se serre la main. Enfin, le doigt. Parce que ouais, elle est minuscule. Quelques jours plus tard, le grand tournoi d'épéistes est devenu une fête pour célébrer l'apparition d'un stigmate. Car les gens avaient vu le stigmate sur le dos de Davy et c'est un événement très très rare. Donc plein de personnes sont venues rencontrer Davy pendant la journée. Perseid lui dit que ça doit être fatigant d'être populaire. Davy est maintenant en train de réfléchir à ce qu'il va faire désormais. Et il a enfin trouvé. Il va directement chez les autres princes Winley et Barris et il leur dit de faire leur braquage rapidement. Son frère et sa sœur ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Davy leur dit que c'est ennuyant d'expliquer tous les détails maintenant, il leur dit juste de se préparer. Perselk demande alors à Davy si c'est vraiment bien de partir comme ça. Dans tous les cas, les gens vont continuer à le suivre. Mais Davy dit que c'est pas un problème car désormais, c'est lui qui va décider. D'un autre côté, on voit l'autre princesse. Elle apprend que Davy a fui et elle est très énervée. Elle voulait lui poser plein de questions. Sur le chemin, son frère et sa sœur dorment. Perselk demande à Davy s'il regrette de ne pas avoir récupéré l'épée. Davy dit que c'était une épée très puissante et sans cette épée, il n'aurait pas pu se battre avec autant de puissance. Mais il ajoute que cette épée ne lui appartient pas. Et il n'est pas du genre à prendre le bonbon d'un enfant. Davy se dit que dans tous les cas, il préfère se battre avec une épée plus légère. Il a d'ailleurs déjà une idée en tête. Perseid lui demande quelle est la suite du plan maintenant. Elle lui dit que maintenant que tout le monde sait qu'il a un stigmate, ses ennemis seront plus prudents face à lui. Ils savent que c'est pas un garçon faible. Davy dit de ne pas s'inquiéter car elle a toujours un plan en tête. Un peu plus tard, on est au palais du royaume et on voit la reine et le roi. Ils disent qu'ils sont heureux de revoir Barris sain et sauf. Ensuite, quand Davy arrive, il parle à Lynès. Elle lui dit à contre-cœur qu'elle est ravie qu'il ait eu un stigmate. Davy, évidemment, il la croit pas. Le roi dit ensuite à tout le monde qu'ils peuvent aller se reposer. Mais il demande à Davy de rester. Il lui dit qu'ils doivent discuter. Quand ils sont seuls, le roi demande à Davy s'il est énervé. Davy dit qu'il va être totalement honnête. Il sait que le roi s'est occupé de lui par l'intermédiaire de ses gardes royaux. Le roi a aussi remarqué que Davy a beaucoup changé depuis son coma. Davy lui a dit que pendant tout ce temps, il avait quelque chose à demander. Il a au même moment des souvenirs du passé. À l'époque, il demandait à son père de sauver sa mère. Il lui disait qu'elle était empoisonnée et que ce n'était pas une simple maladie.
Mais son père ne lui répondait pas. Il n'écoutait pas ce qu'il disait. Et plus tard, Davy avait appris qui avait planifié l'assassinat de sa mère. Mais le roi avait esquivé le problème. Davy demande alors à son père qu'est-ce qu'il a ressenti en abandonnant la femme qu'il avait autrefois aimée. Davy se dit que malgré les milliers d'années qu'il a vécues, ses souvenirs sont très clairs pour ce moment-là, le moment où sa mère est morte. Et il est donc revenu pour savoir la vérité sur son père. Et tout à coup, son père lui dit de devenir le roi. Il lui explique qu'il ne peut pas devenir un bon roi tout en étant un bon père. Il a manqué de puissance et de connaissance. Il conseille alors Davy de vivre silencieusement, de devenir plus fort, et comme ça, personne ne pourra se mettre sur son chemin dans le futur. Davy répond qu'habituellement, les enfants ressemblent à leurs parents. Mais Davy refuse de ressembler à son père. Il dit alors à son père de faire ses propositions de roi à quelqu'un d'autre, il ne compte pas devenir le prochain roi. En sortant du palais, Percelle dit à Davy qu'il a été très dur avec lui. Mais Davy répond que cette fois-ci, c'était nécessaire. Percelle ajoute qu'elle a enfin compris ce que Davy voulait, mais elle ne le révèle pas maintenant. Et alors qu'il fait nuit, Davy dit que c'est l'heure de déterrer ce qui a été enfui. De l'autre côté, dans la lune sombre, ils apprennent que Shirley a disparu. Selon les rapports, ils avaient échoué à assassiner le prince et ses frères et sœurs. Le chef de la lune sombre est très énervé et quelqu'un de mystérieux lui parle derrière. L'homme habillé tout en violet se moque du chef de la guilde. Il dit qu'elle n'a même pas été capable de s'occuper de quelques princes. Il ajoute que ce serait une bonne opportunité pour leur montrer la puissance d'un vrai rang A de la lune sombre. Il dit alors qu'il va ramener la tête de Davy et celle de Shirley avec. Il lui dit qu'il va prouver qu'il est le meilleur assassin du royaume. Et alors que l'homme part, le chef de la guilde est toujours choqué. Même si Shirley n'était pas censée être la plus forte, elle faisait peur à tout le monde. Les autres soldats savaient qu'elle était dangereuse. Alors comment a-t-elle pu perdre face à un prince qui sort seulement du coma? Et au même moment, une silhouette arrive devant lui. La personne derrière lui le capture. Le chef de la guilde essaye d'appeler à l'aide, mais personne ne vient. La personne qui l'a capturé a tué tous les gardes. La silhouette, toujours sombre, demande alors au chef de la guilde s'il veut vivre. S'il ne veut pas être tué sur le champ, il doit donner toutes les informations qu'il a. On aperçoit le sourire de la personne, et c'est bien sûr Davy. Il a demandé au chef de la guilde la liste des nobles qui sont sous les ordres de la famille de Lyness, et il veut les informations sur tous les crimes qu'ils ont commis. Alors que le chef de la guilde essaye de s'échapper, Davy lui fait extrêmement peur. Il ressent une aura meurtrière. Un peu plus tard, on revoit Davy qui a avec lui plusieurs documents. C'est la liste avec tous les nobles et leurs crimes qu'ils ont faits. Il dit qu'avec toutes ces informations, il pourrait être capable de se débarrasser de beaucoup de nobles. Et Percelle dit à son tour qu'il semblerait qu'il y aura un bain de sang très bientôt. Mais Davy dit que c'est pas une bonne idée de tous les tuer. Il dit que peu importe le prestige d'un noble, il y aura toujours des ennemis politiques. Comme par exemple l'ancien chevalier de sa mère, le marquis Eric. Eric était l'un des maîtres épéistes du royaume, et on le voit au même moment de son côté. Il a reçu une lettre, mais ne sait pas de qui ça vient. C'était bien sûr Davy qui les avait posés dans son bureau. Il lui a donné tous les documents pour s'occuper des nobles. Percelle demande alors qu'est-ce qu'il veut. Quel est son objectif? Davy répond alors que la réponse est simple. Il veut garder sa famille à l'abri, garder le ventre plein et avoir un toit au-dessus de la tête. En bref, vivre une vie longue et heureuse. Mais elle répond que ça, c'est comme ce qu'il vit actuellement. Sauf que Davy dit que sa situation ne sera pas comme ça encore très longtemps. Il va devoir quitter le royaume très bientôt. Il a un petit territoire en tant que membre de la famille royale. Il va vivre là-bas, mener une vie tranquille, se faire de l'argent pendant ce temps. Il dit que cette vengeance arrivera également, mais c'est pas son objectif. C'est quelque chose qui va faire en chemin. Un peu plus tard, on revoit même la reine. Elle a appris que tous les centres d'information de la Lune Noire ont été attaqués. Et elle se dit que si ça tombe dans les mains du marquis Eric, il pourra se révolter. Et elle ne veut pas qu'il entre en contact avec le prince. Donc la meilleure solution est de lui faire quitter le royaume. Le roi et la reine lui demandent alors de quitter le royaume et de développer le territoire qu'il a reçu. Ils ont peur de son comportement et qu'il détruise tout au palais. Et alors qu'il est sur le moment de partir, ses frères et sœurs viennent le voir. Ils sont tristes qu'il parte, mais Davy les rassure. Un peu plus tard, Davy demande à Amy de lui apporter tous les documents du territoire qu'il va maintenant gouverner. Elle lui a tout apporté. Davy se dit que c'est peut-être un bon endroit pour développer son futur. Et apparemment, ce territoire est maudit. Le lendemain, Davy rencontre le marquis Eric. Eric lui explique que sa mère serait fière de lui s'il était encore en vie. Davy, de son côté, se dit que le marquis a bien récupéré les preuves. Sa réaction au sujet de sa mère lui fait directement remarquer qu'il connaît le complot derrière l'assassinat. Le marquis lui propose même son aide, mais Davy sait que ce n'est pas son rôle. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il va changer cet endroit pour le rendre habitable et ça ne sera pas difficile. Davy est sur le chemin, ils arrivent sur une terre désolée. Elle est occupée uniquement par des monstres. Le seul avantage est que c'est un large territoire sur une route par laquelle la capitale passe.
Si les routes s'améliorent, ça pourrait devenir un important point de passage. Mais comme il y a une sécheresse interminable, c'est très compliqué. Grâce à sa fenêtre de statue, Davy remarque que la Terre est dans cet état car elle a été maudite. Il dit qu'il ne savait pas que ce genre de magie noire existait encore. Il essaye alors d'utiliser une magie de purification, mais ça marche pas. Il dit que ça va être compliqué. De plus, ça fait longtemps que les mages noirs ont disparu, donc il ne reste plus de connaissances sur ce genre de malédiction. Malgré tout, Davy est confiant. Il fait enfin son entrée au village. Les villageois se sont excusés auprès de Davy car il y a eu une nouvelle attaque, mais Davy dit qu'il ne s'en fait pas. Il leur promet qu'il va changer les choses. Il a d'ailleurs déjà parlé avec l'équipe de garde du territoire. Il sait qu'il y a des gobelins qui gênent le village un peu plus loin. Il prévoit donc d'aller les attaquer. Le chef de garde lui explique que la protection est beaucoup plus faible à cause de la famine qu'il y a eu. Davy leur dit donc qu'ils doivent renforcer les défenses. Il donne alors énormément d'argent aux gardes pour qu'il aille acheter tous les matériaux et provisions nécessaires. Ils sont choqués que Davy ait autant d'argent. Davy va alors faire un discours pour tous les villageois. Il annonce à tous que sa première mission va être d'éliminer les gobelins. Mais les villageois sont tous apeurés. Il ne reste que peu d'entre eux pour maintenir le village. Davy va profiter de cette occasion pour gagner la confiance du peuple. Mais les gobelins sont là depuis très longtemps, et ils sont assez puissants. Donc les autres gardes ne sont pas très confiants quant à la réussite de l'assaut. Surtout que Davy n'est parti qu'avec peu de gardes et quelques chevaliers. Donc ils ne vont pas être très puissants. Ils pensent tous que Davy ne va pas réussir. Davy, de son côté, est assez étonné qu'il soit aussi passionné envers ceux qui ne sont même pas de leur famille. Il se dit qu'il a choisi le bon territoire. Davy commence l'assaut et tire une flèche avec son arc. Ses soldats sont choqués parce qu'il commence le combat comme ça. Et Davy essaye alors une magie qu'il a toujours voulu essayer. C'est une magie que personne ne peut utiliser sur cette planète. Elle permet de renforcer tous les soldats. Tous ces gardes ont reçu un boost de puissance. Ils peuvent maintenant vaincre les gobelins. Ils sont eux-mêmes choqués de leur propre force. Et même quand certains de ces soldats sont blessés, Davy va les soigner avec sa magie de soin. Il leur dit qu'il ne laissera mourir aucun d'entre eux. Et au final, ils ont réussi à vaincre les gobelins sans aucune difficulté. Lorsqu'ils rentrent au village, les soldats qui étaient au combat disent à tous les autres villageois que Davy est le meilleur seigneur qu'ils auraient pu avoir dans ce village. Il a été capable de gagner la confiance totale du peuple en tant que seigneur. Pour quelqu'un de son statut, ça pourrait paraître inutile. Mais selon la personne qui lui a appris à se servir d'une lance, un héros dans le monde des héros, il lui a dit de ne jamais oublier que même s'il dirige un petit territoire, ceux qu'il commande sont des hommes et non du bétail. Donc il doit bien s'occuper des villageois. De son côté, Percelque lui explique que malgré tout, ça va prendre du temps pour reconstruire le village correctement, car même briser la malédiction ne signifie pas que le territoire reviendra à la normale. Elle lui dit qu'il n'y a pas de canaux souterrains, donc les provisions sont rares. Mais à cause de la terre pauvre, il y a peu de nourriture et le bétail meurt. Et tout l'argent que Davy a apporté dans ce village n'est qu'une solution temporaire. Pour résumer, ce territoire ne fait pas assez de profit. Les seules solutions qu'il a trouvées sont de se servir des hommes du village pour qu'ils deviennent des chasseurs. L'autre solution serait peut-être de soigner la terre. Mais ça va être très long. Et la troisième solution, c'est le commerce. Mais avant de commencer quoi que ce soit, Davy dit qu'il doit enquêter sur ce territoire. Lorsqu'il va observer les terres un peu plus loin, il se dit qu'avec son pouvoir, il pourrait soigner cette malédiction. Mais malheureusement, dans son état actuel, il n'a pas encore la puissance nécessaire. S'il avait une épée comme celle de la princesse Helena, ça pourrait marcher. Mais il préfère ne pas la contacter. Donc il est obligé d'utiliser une autre méthode. Cette autre méthode lui avait été enseignée par un de ses grands frères dans le monde des héros. C'est une magie qui peut déchiffrer l'arrangement du mana. Et lorsqu'il essaye de comprendre les résultats donnés par cette magie, il demande à Percelque si c'est vraiment une malédiction. Parce que d'après sa magie, c'est plutôt une serre automatisée. Il dit qu'il semblerait que ça a été construit pour forcer et ajuster tout ce qui concerne le climat et la géologie à travers le territoire. Il dit que pour le moment, il y a un effet de malédiction qu'il a trouvé grâce au déchiffrage. Mais il ne comprend pas pourquoi une telle malédiction a été créée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été créée pour que le territoire devienne une terre aride. Donc Davy se met à chercher la malédiction pour réarranger ou modifier sa construction, et pendant sa recherche, il tombe sur des ruines. Et il est étonné d'en voir ici. Il dit qu'un endroit aussi vieux pourrait être une découverte énorme pour des historiens et des alchimistes. Et justement, dans ce genre d'endroit, il y a souvent des gardiens. Au même moment, il le rencontre. Le gardien de ces ruines est un golem magique. On peut le reconnaître grâce à la pierre qu'il a sur la tête et qui est sa source d'énergie. Davy se met alors directement à l'attaquer et lui vole instantanément sa pierre magique. Il dit que cette pierre est un signe de fortune. De l'autre côté, on revoit les villageois. Ils sont extrêmement heureux que Davy soit devenu le seigneur de leur village. Grâce à lui, ils ont réussi à enfin combattre les gobelins. Mais un des villageois demande, malgré que ce soit une bonne chose que le seigneur ait pu s'occuper des gobelins, s'il y a réellement un futur pour le territoire. Tous les autres lui répondent qu'ils sont pas sûrs. Ça fait longtemps que le territoire souffre de sécheresse. Et même les magiciens et alchimistes qui sont venus sur leur territoire pour faire des recherches ont tous abandonné. C'est quelque chose qui ne peut pas être résolu.
De l'autre côté, on revoit Davy. Le cristal magique qu'il a trouvé est un condensé pur de mana qui se forme naturellement. Il dit que c'est 100 fois plus cher et plus puissant qu'une paire de mana de la même taille. Et vu la quantité qu'il a trouvée, il doit faire attention. Car s'il remonte au village avec tout ça, ça pourrait devenir dangereux. Il y aurait carrément une guerre entre tous les pays pour le posséder. David dit qu'avec une pierre de cette taille, il serait même capable d'utiliser un cercle de mana de rang 9. Une fois que Davy pénètre dans le cristal, il se dit que quelque chose se cache ici, et il souhaite le découvrir. Mais la première chose qu'il fait est bien sûr de rétablir l'eau dans le territoire. Donc il arrive enfin à débloquer cette malédiction. Et on voit quelques secondes plus tard au village de la... Les villageois sont choqués. De l'autre côté, on voit les nobles. Ils ont appris que toutes les preuves de leurs crimes sont arrivées chez Eric. Ils savent tous qu'ils sont dans une situation très délicate. Ils se demandent également ce que fait la reine en ce moment, car elle pourrait peut-être les aider dans leur situation. Ils disent qu'elle s'occupe trop de David depuis qu'il a reçu son stigmate, mais ils ajoutent que la forme du stigmate est très instable. Donc, il va pas réussir à le contrôler. Ils disent que Davy n'est qu'un déchet, l'un des nobles leur dit de se taire. C'est le duc Barriette, de la même famille que l'Inès Barriette, la reine donc. Il dit que quelqu'un doit se battre et prendre des risques. Ils doivent surtout récupérer les informations secrètes, car sinon, ils pourraient se préparer pour une guerre civile. Le duc sait que les autres sous-estiment trop le prince. Lui, de son côté, se doute qu'il y a quelque chose de surprenant avec ce prince. Il a gagné de l'influence très rapidement, il va bientôt commencer à sortir les crocs. Mais malgré tout, il se dit qu'il ne pourra rien faire avec ce territoire aussi pauvre. Donc il s'inquiète pas trop. Du côté de Davy, il a pu récupérer un cristal. Et ce cristal lui permet même de modifier la météo en utilisant le mana environnant. Et il a même utilisé le reste des cristaux pour faire un sac dimensionnel. Une semaine plus tard, la terre s'est déjà énormément restaurée. Tout le monde travaille pour cultiver la terre. Les villageois sont très heureux de la situation depuis le retour du prince, mais Davy n'a pas fini de les aider. Il leur donne à tous, grâce à sa magie, un renforcement physique. Et maintenant, il leur dit de planter des fleurs de lune. Ces fleurs de lune sont assez rares, et grâce à tous les villageois, il pourra les faire en grande quantité. Donc ça sera parfait pour le commerce. Cette fleur est importée de l'ouest, donc il y a très peu de quantité disponible ici. Et grâce au cristal qui permet à David de changer le climat à volonté, ils peuvent en cultiver. De l'autre côté, on voit une personne assez mystérieuse. Cette personne est elle-même rejointe par une autre personne et ils se ressemblent énormément. Ces personnes-là sont des elfes. Un des elfes dit qu'il a fait un rêve. Son rêve lui montrait une malédiction qui a frappé la forêt. Il dit même à l'autre elfe que si elle reste dans la forêt, elle pourrait mourir. Mais la fille elfe ne souhaite pas bouger d'ici. Elle dit que quelqu'un pourrait sauver cet endroit. Cette elfe s'appelle Yuria, et elle était destinée à rester dans cette forêt. Elle trouvait que le vent ici y était agréable. C'est comme s'il annonçait une bonne rencontre. L'autre elfe qui était en face d'elle n'était pas convaincu. Et alors qu'il était en train de boire le thé, Yuria lui demande justement s'il est bon. Car elle lui dit qu'aujourd'hui, elle l'a fait à base d'ailes de criquet. Médès, l'elfe qui est en face d'elle, recrache immédiatement tout son thé. Il était presque en train de vomir quand elle lui a dit ça. Il était de plus en plus désespéré par Yuria. Il avait oublié un instant pourquoi sa relation avec les elfes de l'Est n'était pas bonne. Et pourquoi les elfes de l'Est la surnommaient justement la psychopathe. Yuria, de son côté, continue à dire que le vent est vraiment bon aujourd'hui. Elle sent que quelqu'un d'important va arriver. De l'autre côté, on voit Davy avec comme toujours Percelque à son épaule. Ils disent que c'est choquant. Penser que des elfes auraient fait une de leurs bases secrètes dans cette forêt. Les elfes sont des espèces qui sont rarement vues sur le continent. Selon les archives, ils ont commencé à se cacher il y a 300 ans après le grand incident. C'est pourquoi certaines personnes pensent qu'ils n'existent pas. Davy se dit qu'il est peut-être chanceux. Il a trouvé quelques esprits qui les observaient lors de l'attaque des gobelins. S'il y a des esprits, alors il y a des elfes, car ces deux espèces ont une relation très symbiotique. Percelque lui demande si tout ira bien, parce qu'elle aurait préféré ne pas les rencontrer. Davy ne s'en fait pas, il dit que s'ils doivent les rencontrer, alors ils le rencontreront. Percelque dit ça car elle ne les aime pas beaucoup, les elfes sont généralement tous têtus et stricts, et ne pas être impliqué avec eux aurait été mieux. Davy répond que sur ce point, elle a raison. Ils continuent alors leur chemin et arrivent sur une forêt magnifique. Il y a plein d'animaux, des cerfs, des papillons, tous magnifiques et rayonnants. Davy dit qu'il est sûr que c'est la forêt des elfes. Percelque est même étonné que les animaux qui sont là sont en fait des bêtes spirituelles et il l'approche. Mais Davy répond que puisque ces créatures sont affectées par ceux qui ont une affinité avec les esprits, c'est normal qu'elles viennent vers lui. Et il dit que ces animaux pourraient même l'aimer plus que les elfes. C'est normal car plus quelqu'un est né avec des pouvoirs purs, plus il a une affinité avec les esprits. Davy se souvient justement à ce moment de son entraînement dans le monde des héros. Surtout au moment où il a été jeté dans un puits enflammé juste pour augmenter son affinité avec le feu. Il se souvient d'une de ses sœurs qui était son maître spirituel. Elle était très sournoise et lui faisait faire des entraînements horribles. Et Percelque de son côté est toujours aussi étonné que les animaux soient aussi amicaux avec Davy. Davy commence à se moquer d'elle et dit qu'elle est jalouse. Elle dit que c'est pas normal car en plus de ça, il a du mana sombre. Mais d'un autre côté, c'est normal au vu de l'entraînement qu'il a subi.
Un peu plus tard, Percel lui demande comment compte-t-il trouver les fleurs lunaires. Elle ajoute qu'il ne sait même pas si ces fleurs peuvent produire des graines. Davy commence à répondre mais est coupé par une bête spirituelle qui arrive face à lui. Il est un peu étonné parce que cette bête spirituelle revient avec une fleur en main. Davy la remercie, et Percel qui est très étonné. Elle lui demande si c'est vraiment ça. Et Davy répond que c'est exactement ce qu'il cherchait. Grâce à la bête spirituelle, sa recherche a pu être beaucoup plus rapide et simple. Ils sont rapidement arrivés au jardin des fleurs lunaires. Le jardin était resplendissant et il y en avait de partout. Davy remercie encore une fois la bête spirituelle de l'avoir emmené jusqu'ici. Percel de son côté est ravi car il y en a tellement. Grâce à ça, ils seront capables de tous les planter dans le territoire et en plus d'en laisser ici. Et alors qu'elle était ébahie par l'environnement autour d'elle, quelque chose attire son attention. Lorsqu'elle se retourne vers Davy, elle voit qu'il est en train de faire quelque chose d'étrange. Une aura est en train de l'envelopper. On nous explique que le pouvoir spirituel est basé sur le mana, le pouvoir magique et le mana sombre. Donc tant que l'on a ce pouvoir, on peut voir les esprits. La seule différence est le niveau d'affinité qu'on a avec eux. C'est pourquoi c'est dur de dire que Davy peut invoquer tout type d'esprit. Par exemple, l'invocation d'un esprit roi serait difficile. Davy est justement en train d'utiliser son pouvoir spirituel dans le jardin des fleurs. Percel s'approche de lui et s'exclame en voyant le mana des esprits. Elle lui demande s'il compte passer un contrat avec un esprit. Davy lui répond en lui demandant si elle sait comment ça s'appelle. Il dit que dans le jardin des fleurs lunaires, comme son nom l'indique, cet endroit est une partie des esprits. Donc si quelqu'un prend ces fleurs sans leur consentement, un malheur va s'abattre sur lui. Il dit donc à Percel de se mettre sur le côté et d'observer ce qui va se passer. Davy prend son souffle et commence à utiliser sa magie. Il s'adresse aux esprits qui sont présents dans le jardin. On voit même les différents éléments comme l'eau, le feu, la terre, etc. qui sont en train de graviter autour de lui. Percel qui est étonné car elle lui demande s'il sait parler leur langue. Pour l'instant, Davy continue sa discussion et a l'air réjoui. À la fin, il dit à Percel qu'ils peuvent prendre les fleurs. Il lui dit de se dépêcher avant que les elfes ne les trouvent. Mais Percel lui demande justement où est-ce qu'ils sont passés. Davy lui répond que c'est mieux d'éviter les situations embêtantes, donc ils vont essayer de régler ça rapidement. Davy et Percel vont donc commencer leur récolte. Mais en parallèle à ça, on voit que Yuria est en fait déjà au courant que Davy est là. Elle se dit que c'est incroyable. Tout d'abord, il a reçu les faveurs des esprits et a atteint le jardin, ce qui est déjà étonnant. Mais en plus, il a reçu leur consentement seulement en communiquant et sans avoir préparé de cadeaux en échange. Elle se dit que ce garçon est vraiment intéressant. Médès, qui est toujours en face de Yuria avec son thé, continue de lui parler, mais elle n'a pas l'air très attentive. Il lui demande si ça va, mais Yuria reste concentrée sur Davy. Elle se dit que c'est impressionnant, surtout que c'est un humain et par-dessus tout, un garçon. Elle dit que ce jardin est la terre sacrée des elfes, donc qu'un humain soit capable de communiquer avec les esprits pour prendre les fleurs lunaires est complètement incroyable. Elle est totalement enjouée à l'idée de les rencontrer. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Doit-elle raconter cette situation incroyable à Médès? Elle n'en est pas sûre. Elle appelle alors Médès d'un air assez embarrassé. Médès lui répond et lui demande si quelque chose ne va pas, mais au final elle lui demande seulement pourquoi est-ce qu'il n'a pas bu son thé. Bien sûr, Médès est gênée, mais elle continue en disant qu'elle a préparé ça avec sincérité pour son maître après avoir trouvé le cadavre charnu d'un criquet. Elle a ensuite récupéré les ailes et les a broyées après les avoir séchées pendant une semaine. Tout ça pour qu'au final le maître ignore sa sincérité. Médès est gêné et ne sait même plus quoi dire. Il bégaye en disant qu'actuellement son estomac se sent pas bien, donc il préférerait rester comme ça. À peine après avoir fini sa phrase, Yuria répond que c'est dommage. Mais elle ajoute qu'en fait, elle a récemment créé un nouveau menu. Et Médès la coupe en disant qu'au final, c'est pas si mauvais. Il semblerait que la nourriture que fait Yuria est vraiment mauvaise. Tout à coup, Yuria, d'un air beaucoup plus sérieux, pose une question à son maître. Elle lui demande entre un humain qui peut parler avec les esprits élémentaires qui est capable d'entrer dans le jardin lunaire sans que les elfes ne le remarquent, et un être abyssal qui s'éveille de son profond sommeil, quelle est la proposition la plus probable? Médès est étonné par la question et n'y répond pas tout de suite. Il demande à Yuria qu'est-ce qu'elle veut dire par là, mais Yuria en face de lui est très sérieuse. Elle attend une réponse à sa question. En voyant ça, Médès est étonné que ce soit pas une blague. Il dit alors que si on parle de probabilité, dans ce cas, la deuxième proposition est la plus probable. Par exemple, ça fait longtemps depuis que les dragons ont disparu, et maintenant c'est vu comme une légende du passé, mais ils sont réels. Les humains ne le sont pas. Il continue en disant qu'il y a eu des exceptions quelquefois, mais jamais quelqu'un d'humain qui pouvait voir les esprits élémentaires. Ça serait difficile pour les êtres proches du chaos d'avoir une affinité avec la nature par rapport aux elfes. Yuria répond qu'il a plutôt raison, mais Médès ne comprend toujours pas quel est le sens de cette question. Yuria lui dit alors qu'il semblerait qu'elle doit quitter le village pendant un court moment. Médès lui demande ce qui se passe, mais Yuria répond qu'elle croit l'avoir trouvé. Elle a trouvé le moyen de sauver le village. Bien sûr, elle est en train de parler de Davy. De retour dans le village de Davy, Davy est surpris. Il voit que tout le monde est heureux et tous les villageois travaillent.
Il demande au responsable comment est-il possible qu'un travail qui aurait dû prendre 4 jours a été complété en seulement une matinée, mais il répond que c'est parce que tout le monde voulait tellement rembourser leur dette auprès de la gentillesse de Davy qu'il leur a donné, donc ils se sont tous mis au travail et très rapidement. Davy n'arrive pas à en croire ses yeux. Est-ce que tout ça est possible seulement avec de la volonté? Il va rien dire car dans tous les cas, c'est ce qu'il voulait. Et donc la production des fleurs lunaires a commencé juste après. Avec l'aide des gardes, ils ont commencé à planter leurs fleurs lunaires. Et des voix de suspicion s'entendaient sur le territoire. Les gens ne savaient pas vraiment ce qu'ils avaient planté et si ça allait vraiment pousser, mais Davy de son côté était persuadé de son plan. Les fleurs lunaires prennent 4 à 5 mois pour pousser. Normalement, ils auraient besoin du pouvoir des esprits pour que leurs fleurs fleurissent. Mais comme ce qu'ils vont vendre, ce sont les feuilles et non pas les fleurs, c'est suffisant. Tant que les conditions sont réunies, tout fonctionnera comme prévu. Mais le responsable est venu se plaindre auprès de Davy. Il n'est pas sûr que tout se passera bien. La température n'est pas adéquate pour que les fleurs poussent et les feuilles commencent à s'assécher. Mais Davy lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils doivent seulement attendre un peu et le ciel va avoir du soleil et il va bientôt pleuvoir. Étonnamment, c'est ce qui s'est passé un peu plus tard. Et même les jours qui suivaient, le responsable est encore venu une fois se plaindre, mais Davy lui a dit de rester tranquille. Il arrive à chaque fois à changer la météo et faire en sorte que ses feuilles poussent dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ainsi que 4 mois se sont écoulés. Malgré tous leurs soucis et inquiétudes, tout s'est bien passé. D'un autre côté, on voit une salle avec plein de nobles. Les nobles parlent entre eux, ils se demandent s'ils ont entendu les rumeurs. Il y a un petit royaume dans l'Est, un territoire qui fait pousser des fleurs lunaires. Les gens se demandent quel seigneur dingue autoriserait ce genre d'expérience. Mais d'autres lui répondent que le seigneur lui-même est celui qui dirige l'expérience. Un homme arrive et dit que si c'est ce fameux territoire à l'Est, c'est forcément l'endroit maudit où de nombreux chercheurs sont allés il y a 5 ans. Mais désormais, cette terre n'est apparemment plus maudite car il pleut relativement souvent. Mais d'autres répondent que malgré tout, ça reste une terre désolée. Donc ça prendrait au moins 10 ans pour que cet endroit se relève. Et en plus, le seigneur de ce territoire n'est autre que le premier prince du royaume. Tout le monde dit qu'ils sont sûrs qu'il est devenu fou après s'être réveillé de son coma. On voit en particulier 2 hommes. Un des deux vient dire à son maître quelque chose au sujet du premier prince, en l'occurrence Davy. Mais son maître lui répond de se taire. Il lui dit qu'il semble qu'ils soient les premiers à avoir reçu l'information. Cet homme est Harrison et c'est le maître de la tour rouge des mages. Il lui dit qu'il semblerait que quelque chose d'intéressant se passe à l'est. Il annonce donc à Uris, qui est avec lui, de se préparer, car il semblerait apparemment qu'il va devoir aller faire un tour chez Davy. Mais en ce qui concerne le territoire de Davy, en un instant, ce qui était une terre désolée est devenu un vaste jardin fleuri. Davy se dit que même s'ils n'ont que quelques plantes saines à planter pour le prochain lot, ce qui leur a permis d'être rentables, ils ont un grand nombre de feuilles à vendre sur les marchés. Il y a un total de 20 000 fleurs lunaires en stock, annonce Amy. Et elle dit qu'il prévoit encore d'en récolter 10 000. Davy se dit qu'en se basant sur le marché actuel, 4 feuilles coûtent 100 pièces d'or. Et si les 100 000 feuilles sont vendues à ce prix-là, ça fera 250 000 pièces d'or, soit 5 000 pièces de platine. Pour simplifier, une pièce d'or est suffisante pour que les roturiers mangent et vivent modestement pendant 2 semaines. Et 4 ou 5 pièces d'or sont suffisantes pour vivre dans le confort pendant 1 mois. Davy et Percel sont étonnés de la quantité. Percel dit que quelque chose d'intéressant va se passer s'ils arrivent à tout vendre. Et Davy est d'accord avec elle. Il dit que contrairement aux cristaux magiques, le commerce des fleurs lunaires a été officiellement annoncé. Les rumeurs ont fait de lui un gamin qui s'obstine à faire l'impossible, mais ça a un impact intéressant sur le reste du royaume. À leurs yeux, il était simplement un idiot qui ne méritait pas leur attention, et grâce à ça, personne ne l'a dérangé pendant qu'il réalisait tous ses plans. Tout a pu se dérouler tranquillement. Mais Percel le prévient car elle dit que cette méthode ne fonctionnera pas 2 fois. Et Davy se dit que justement, c'est pour ça qu'il doit vendre tout ça. On voit tous les champs avec les cultures de Davy et il dit que tout est prêt. Le groupe d'amis se demande s'ils devaient renverser le continent. Ils sentent que quelque chose de bon arrive. C'est l'odeur de l'argent. Les fleurs lunaires se vendent 2 fois par an dans le continent. Ce n'est peut-être pas une petite quantité, mais puisqu'ils l'utilisent de différentes manières entre l'Est et l'Ouest, il n'en reste pas beaucoup. Elle est souvent utilisée comme catalyseur pour la magie et l'alchimie. Mais c'est également utilisé pour faire des potions au temple. Donc entendre parler de fleurs lunaires n'est qu'une bonne nouvelle. Mais il y a un problème. Des rumeurs sur cette cargaison se sont répandues avec une autre rumeur. Apparemment, Davy, le dirigeant du territoire d'où les fleurs lunaires viennent, est devenu malade à force de se surmener. Bien évidemment, cette rumeur est totalement fausse et inventée par Davy lui-même. Davy demande à Percelk s'il a bien fait. Et Percelk lui dit de ne pas s'inquiéter. Il fait ce dont il a besoin. Le prix d'un produit avec une forte demande comparé aux provisions est souvent bousculé par l'augmentation de l'offre. Donc s'il distribue sans contrainte et comme si les stocks étaient infinis, la valeur de ces fleurs ne vaudra plus rien en un instant. Davy ne veut surtout pas que le prix des fleurs baisse.
Il se demande qui il devrait choisir. Il n'a aucune intention de contribuer à ce monde en se brûlant les ailes. Et on voit justement devant le palais de Davy qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent le rencontrer. Amy vient lui dire qu'il y a énormément de personnes dehors et qu'ils l'attendent. Davy a déjà remarqué que les journalistes impatients se sont intéressés à lui. Le territoire est rapidement devenu animé quelques jours après que la nouvelle se soit répandue. Originellement avec environ 200 citoyens, le territoire était au bord du gouffre. Il était sur le point d'exploser depuis que les groupes tels que les marchands et les mages des contrées proches, de compagnies d'alchimistes et même des groupes de prêtres se sont rassemblés ici. Davy et Amy se demandent ce qu'ils devraient faire dans cette situation. Davy, quant à lui, continue d'alimenter les rumeurs et agir comme s'il était malade. Il a dit à Amy de les prévenir qu'il est toujours malade. Il dit donc qu'il ne peut pas les voir puisqu'il est normalement incapable de se lever. Amy dit que malgré tout, il continue de demander s'ils peuvent au moins vérifier les produits. La situation ennuie un peu Davy parce qu'il doit se lever et travailler. Il réunit tout son personnel et dit qu'il doit faire affaire avec eux un par un. Il dit au chef de la sécurité, qu'il appelle plutôt garde maintenant, de voir où en est le niveau de sécurité dans la ville. Il lui demande d'être le responsable surtout à ce niveau-là. Le chef de la sécurité répond qu'il fait tout son possible avec son équipe, mais il y a trop de gens pour eux. Il commence à manquer d'effectifs. Il dit que c'est difficile de maintenir la paix en ville à cause de l'arrivée soudaine de toutes ces personnes. Et Besfus, le garde royal, dit que c'est la même situation pour les documents qui commencent à s'empiler. Puisqu'il n'y a pas de vrai livre de compte, beaucoup de choses pourraient mal se passer. Davy leur dit alors de tous les rejeter s'ils deviennent trop suspects. Le chef de la sécurité est un peu inquiet, mais Davy explique que c'est mieux de les rejeter plutôt qu'un énorme incident ait lieu. Davy se dit que malgré tout, il reste celui qui doit prendre les décisions. Bien sûr, il doit s'assurer de ne pas frustrer les autres et doit accepter les offres appropriées, et en ce qui concerne le logement, il a également trouvé une solution. Son équipe a réparé les bâtiments abandonnés et ils sont actuellement en train de les utiliser. Mais malgré tout, ça reste insuffisant. Davy dit à Besfus d'utiliser les actes de propriété qu'ils ont achetés il y a quelques temps. Et étant donné qu'il y a une demande énorme, ils peuvent les vendre à prix fort. Et alors que toute l'équipe allait continuer son travail, Davy appelle le chef de sécurité et lui demande de rester avec lui un moment. Il y a quelque chose dont il aimerait lui parler. Et on voit qu'en face de lui, Davy a une espèce de fiole. On ne sait pas directement ce que Davy lui dit. Mais on voit le chef un peu plus tard rentrer chez lui alors qu'il fait nuit. Les autres habitants du village lui demandent s'il va bien. Il propose au chef de venir boire un verre avec eux, mais le chef répond que ce sera pour une prochaine fois. Il leur conseille également de boire modérément. Le chef rentre directement chez lui et il est exténué. Il s'allonge directement sur son lit et il dit que son corps ne va pas tenir très longtemps à ce rythme-là. L'entraînement le matin, puis les gardes et enfin maintenir l'ordre public la journée, c'est très fatigant. En plus ces temps-ci, Amy commence à apprendre au chef à gérer l'administration. Il se dit que c'est beaucoup trop pour lui. Et pendant qu'il était encore allongé sur son lit, un des villageois vient dire au chef qu'il y a quelqu'un qui le cherche. Un homme avec une capuche arrive en face de sa porte et demande à entrer et s'entretenir avec le chef. Il se présente et dit qu'il s'appelle Arlos. C'est un expert de rang 4 à la tour verte des mages. Arlos s'excuse de venir déranger le chef aussi soudainement, surtout qu'il sait qu'il a beaucoup à faire. Arlos continue tout en disant que maintenir la sécurité avec autant de personnes qui ont rejoint aussi soudainement ce territoire doit être difficile. Mais malgré tout, la sécurité publique est parfaite. Il a entendu dire que le chef était l'une des personnes qui s'occupait de la ville avant que Davy n'arrive. Mais le chef répond que tout ça, c'est grâce à Dave. Le chef lui demande alors pourquoi est-ce qu'il est venu à sa rencontre. Arlos répond qu'il aurait aimé rencontrer Davy plus vite, mais comme le palais royal est fermé, il est venu le voir directement. Il demande s'il y a un autre moyen de le rencontrer. Mais le chef répond que c'est assez difficile actuellement car Davy est toujours malade. Le chef dit que même si le business est important, pour les citoyens, la sécurité de Davy l'est encore plus. Arlos dit alors qu'il comprend la situation. Toutefois, la tour verte n'a pas le luxe d'attendre. Il sort alors de sa poche un gros sac rempli de bijoux. Il est plein et on voit également qu'il y a beaucoup d'or. Il dit qu'avec tout ça, il pourrait peut-être trouver une solution. Quand le chef voit toute cette richesse en face de lui, il est choqué. Mais il ne cède pas à la tentation et dit qu'il ne peut pas recevoir ce genre de choses. Mais Arlos répond que ce n'est qu'une petite expression de sa sincérité. Il ne souhaite rien d'autre. Il demande au chef d'accepter ce petit cadeau comme souhait d'être en bon terme avec lui. Finalement, le commandant accepte. Il dit que normalement, il n'accepte pas ce genre de choses. Mais Arlos répond que ce n'est qu'un simple remerciement. Et quand le chef voit tout cet or en face de lui, il soupire. Il se dit que les choses se passent vraiment comme Davy l'avait prédit. On voit alors Davy avec son sourire en coin qui semble avoir tout préparé à l'avance. On voit le flashback de Davy qui parle avec le garde. Davy dit que le garde fera face à de nombreuses personnes. Elles seront frustrées de ne pas pouvoir le rencontrer, donc elles le cibleront pour être plus proches de lui. Ils vont essayer de soudoyer le garde pour lui soutirer des informations. Donc Davy veut qu'il les choisisse judicieusement. Le garde doit faire en sorte de tenir une liste de ceux qui font les demandes irrationnelles et de les signaler. Il lui dit même de récupérer l'argent qu'il lui donne pour les soudoyer. Davy dit aussi aux gardes de satisfaire leurs demandes et de leur montrer ceci. Il lui montre alors la fiole. C'est une potion magique. Elle coûte 100 pièces d'or. Mais il ne doit pas la vendre.
Il doit simplement répandre la rumeur en leur donnant un aperçu. Son but est d'augmenter sa valeur le plus possible, et donc il leur donne une raison de rester dans le territoire le plus longtemps possible. On voit alors le garde qui parle avec Arlos. Il lui explique que c'est un produit qu'ils ont créé et stocké, et ils vont bientôt les vendre, donc il n'y aura pas de problème s'ils le montrent. Arlos est choqué. C'est un objet de premier rang, la meilleure potion jamais vue dans tout le continent. En termes d'efficacité, c'est clair que c'est 2 fois plus que n'importe quel produit du continent. Arlos se dit que s'il veut obtenir des produits comme ça, il aura besoin d'avoir la priorité sur les achats. Arlos dit alors au garde que c'est vraiment de la qualité car on peut voir que ça émet une légère lumière. Arlos répond que c'est normal car Davy fait beaucoup d'efforts pour ses produits et la plupart de leurs produits seront de cette qualité. Le garde dit alors qu'ils ont préparé un total de 10 000 produits. Quand Arlos entend qu'il y en a 10 000, il se dit qu'au vu de cette quantité, on peut remarquer la détermination de la part de Davy à seulement 17 ans. Ils ne doivent pas le prendre à la légère. Le garde ajoute à Arlos que Davy a décidé de vendre leurs produits aux enchères. Arlos demande donc si certaines personnes vont être priorisées. Mais le garde répond que dans tous les cas, il n'aura pas ces informations. Il va falloir attendre. Arlos le remercie alors pour toutes ces informations et lui dit qu'il sera récompensé plus tard. Il s'en va alors. Dès qu'Arlos est parti, le garde lâche un grand soupir. Il se dit que ça a vraiment marché. Et le lendemain, on voit justement le garde qui parle avec Davy. Davy dit que dans tous les cas, c'était prévisible, tout a marché selon son plan. Le garde dit que c'est vraiment incroyable. Il apporte même tous les dons qu'il a reçus des différentes organisations, de mages, etc. Davy dit que c'est pas mal pour un début. Le garde lui donne donc tous les gains, mais Davy lui dit de les garder. Il lui offre ça comme bonus pour son travail. Il lui propose de les partager avec les autres et de les utiliser comme il le souhaite. Le garde est choqué, mais Davy dit que c'est le prix de ses efforts. Davy se dit que ça le dérange pas de perdre ça car dans tous les cas, les profits de leurs fleurs lunaires seront à lui. Donc leur faire ce genre de faveur à lui et tous les gardes n'est pas une mauvaise chose. Percel lui dit que cette histoire commence très bien. Mais quand il y aura beaucoup de groupes, il aura une pression énorme. Mais Davy ne s'inquiète pas car il se dit que dans tous les cas, ils se battront entre eux. Si les rumeurs se répandent, ils seront très occupés par toutes les personnes qui veulent rester dans le territoire plus longtemps. Et quand un grand nombre de mages et alchimistes se rassemblent dans un petit territoire, le nombre de marchands augmente aussi. Finalement, l'énorme quantité de territoire inoccupé sera vendue à de nombreuses personnes. C'est donc un marché qui aidera à gagner de l'argent mais aussi à augmenter le nombre de citoyens et développer le territoire. Et ce n'est pas seulement grâce aux fleurs lunaires, mais aussi le fait que cette terre était desséchée à cause d'une malédiction. De l'autre côté, on voit une personne qui parle avec sa boule de cristal. Il apprend la situation autour du territoire de Davy. C'est en fait Yuris qui se dit que la tour rouge devrait peut-être créer également une branche ici. Et lorsqu'il parle à son maître, il dit qu'il y a également quelque chose qui le préoccupe. Il se demande pourquoi Davy tient tant à vendre ses produits aux enchères. Car s'il les vendait tout seul sans intermédiaire, il pourrait en tirer plus d'argent. Mais le maître de Yuris répond que Davy est assez malin. En fait, grâce à la vente aux enchères, la faible population actuelle du territoire, qui n'est que quelques centaines, va beaucoup évoluer. Car désormais, le produit sera seulement vendu sur ces territoires. Donc Davy en profite pour collecter de l'argent et développer le territoire en peu de temps. Quand il réalise tout ça, Yuris est impressionné. Le maître dit également à Yuris que le prince agit de manière à ce que même si ça échoue, il n'y aura aucune honte. Donc les fleurs lunaires ne sont que le début de son plan. C'est pour ça qu'il ajoute qu'ils doivent avoir une très bonne relation avec Davy. Voilà pourquoi Yuris doit aller au territoire de Davy et rencontrer ce jeune homme. À ce moment-là, le maître pense à quelqu'un. C'est une fille qui lui demande si un garçon qui ne ressent même pas le mana peut découper un vampire de haut rang avec une épée. Cette fille, c'est bien sûr la princesse que Davy avait rencontrée lors du tournoi des épéistes. Elle se souvient que Davy a utilisé son épée sans même faire de contrat avec elle. Quand la princesse avait dit ça au maître, il pensait qu'elle était folle ou qu'elle ne connaissait rien au monde qui l'entoure. Mais la vérité est que Davy est surtout quelqu'un de très mystérieux. Il se pose énormément de questions sur ce jeune garçon. Un peu plus tard au territoire de Davy, les personnes qui attendent pour pouvoir habiter dans le territoire sont de plus en plus nombreuses. Et les acheteurs qui souhaitent obtenir des territoires sont arrivés en masse. Ils se sont même disputés car ils veulent pour certains acheter les mêmes parties. Et Davy répond comme d'habitude de mettre ça aux enchères et de le vendre au plus offrant. Davy sourit et est très content de la situation. Et pendant qu'il se réjouit, quelqu'un lui annonce qu'une lettre est arrivée pour lui. Il est étonné et demande si elle est assez importante pour qu'il la lise, et les personnes lui répondent que oui, car elle vient du palais royal. Pourquoi est-ce que Davy reçoit une lettre du palais royal et comment va évoluer cette situation avec toutes ces personnes mystérieuses qui gravitent autour de lui? Eh ben on verra ça dans la prochaine vidéo. Bon, ça y est, on y est, 1 heure. 1 heure, 60 minutes, 3600 secondes. Ouais bon, je pense que vous avez capté combien de temps c'est 1 heure.
En tout cas pour moi, croyez-moi, ça a été très long. Vous pouvez pas imaginer juste le temps que ça m'a pris. Mais en tout cas, je suis fier du résultat. Bon, évidemment, ça peut toujours être amélioré. Mais malgré tout, je suis content de ce que j'ai produit. Et maintenant, du coup, j'ai quelques petites questions sur le format que je viens de faire. En fait, j'aimerais votre avis. Est-ce que vous préféreriez que je continue ce genre de vidéo, donc assez longue, ou plutôt que j'essaye de vous faire des vidéos plus courtes? Bon, malgré tout, elles feront quand même au minimum, allez, quelque chose comme 20 minutes. Mais du coup, techniquement, je pourrais en sortir 3 fois plus et 3 fois plus vite. Franchement, c'est à vous de voir. Personnellement, c'est un peu pareil pour moi. Bon, après, je vous avoue que si cette vidéo elle flop, compliqué pour moi. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, mais s'il vous plaît, par pitié, ne la laissez pas flop. Mettez tous les likes, tous les commentaires que vous pouvez. Et bien évidemment, le plus important, pour les personnes qui regardent absolument toutes mes vidéos et qui sont toujours pas abonnés, les gars, et les filles bien évidemment, un peu de sérieux. Et je le vois dans mes stats YouTube, hein. Croyez pas que vous passez inaperçu. Je sais très bien que vous regardez toutes mes vidéos mais vous abonnez pas. Ça y est, au bout d'un moment, appuyez sur le petit bouton rouge, comme ça on n'en parle plus. En tout cas, n'hésitez pas surtout à me dire les préférences que vous avez en ce qui concerne mes vidéos. Dites-moi ça en commentaire et pour les plus déterminés, je vous mets le lien du Discord de la communauté. Je vous invite tous à le rejoindre parce que déjà il y a les noms de tous les manois juste là-bas. En plus, vous pouvez discuter avec plein de gens. Vous êtes notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Enfin bref, je vous laisse le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. En tout cas, encore une fois, un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez depuis le début de la chaîne. On approche dangereusement des 10 000 abonnés en genre 2-3 mois, c'est exceptionnel. Merci pour tout et sur ce, moi je vous laisse. À bientôt.